Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui le vendredi 30 septembre pour un petit point marché crypto et macro. Je vais essayer d'aborder plusieurs choses, analyse du BTC et ETH en long terme, on verra du logarithmique et on verra un petit peu les grosses tendances qui se dessinent. On fera un peu d'analyse macro sur tout ce qui est inflation, taux directeur, que ce soit aux US ou en Europe. Et puis j'essaierai de finir avec un peu de paire de devises et quelques indices boursiers. Donc nous voici devant le graphique du Bitcoin en logarithmique. Donc j'ai pris le BLX pour avoir le maximum d'historique. Et puis j'ai noté quelques éléments que je voulais aborder. Donc on va regarder un petit peu la durée de la chute du cours après la TH sur les derniers cycles justement qui se sont passés. On verra ce qui s'est passé en 2011, 2013, 2017 et 2021. Ensuite, on abordera peut-être ce changement de canal aussi long terme qui est peut-être en train de s'opérer. Et puis, on fera aussi l'analyse de la courbe de l'arc que j'ai dessiné en blanc. Donc, en fait, tout ça pourquoi? Pour essayer de dessiner une tendance, même si on ne peut pas lire l'avenir, on peut essayer de déceler des tendances. Et voilà, l'objectif, c'est ça. En se mettant sur de grosses périodes avec gros historiques, même si l'occurrence n'est pas encore assez élevée à mon sens, on peut commencer à s'appuyer, à faire un peu de statistiques, mais à prendre avec des pincettes. Donc du coup, pour la durée de la chute après ATH, j'avais noté le nombre de jours. Donc si on prend le cycle de 2011, on a fait une chute de 161 jours, qui est, on va dire, la chute la plus rapide de l'histoire du Bitcoin, en tout cas par rapport à l'historique. Et puis si on se rend compte par rapport au cycle de 2013, on a eu une chute par contre qui a duré 406 jours, donc qui est beaucoup plus important que le précédent cycle. Et ce qui est intéressant, c'est que par contre, pour le cycle de 2017-2018, on a une chute qui s'est rapprochée justement de la précédente. On est arrivé à 357 jours de chute avant de trouver le bottom. Et puis actuellement, si on considère le top en novembre 2021, parce que certains considèrent que c'est celui d'avril 2021, mais je considérais le vrai plus haut, et qui se trouve d'ailleurs en novembre 2021. Et si on prend ce point-là, on s'aperçoit qu'on est à 322 jours de chute de cours. Et bon, on n'est pas certain que le bottom soit là, mais en tout cas, on commence à s'approcher de cette moyenne. On va essayer de mettre de côté la grosse volatilité qu'il y avait à l'époque sur le Bitcoin, où tout allait très vite, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Même si c'est encore très volatile, on voit que ça commence à se calmer de plus en plus. Et voilà, on est sur du 406, 357. Là, 322, est-ce qu'on va se rapprocher sur une moyenne qui avoisine les 380 jours? À voir, à voir. Voilà, en tout cas, intéressant de le noter. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné le canal en logarithmique long terme. Alors, j'ai pas dessiné le premier qu'on aurait pu faire, mais qui est pour moi trop. Enfin, qui n'a pas de sens. Parce qu'on aurait pu faire. On aurait pu faire celui-ci aussi. Voilà. Hop. Et en fait, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que effectivement, au fur et à mesure du temps, on pourrait avoir une baisse justement de la croissance, de l'augmentation justement du prix du cours, pour arriver peut-être à une stabilisation sur les prochaines années, voilà, sur la vie du BTC. Par contre, je mets un petit bémol. Ici, j'ai volontairement changé le canal qui est en cours. C'est à prendre encore avec des pincettes parce que pour moi, il me manque un support ici. Je ne sais pas le prendre ailleurs que voilà, dans ce point-là, même si voilà, c'était une zone un peu particulière en 2020 où on a eu une chute brutale du cours par rapport au Covid. En tout cas, voilà, on a deux points de résistance ici. On peut pour l'instant, mais ça risque de casser. On peut continuer sur le canal existant ici parce que voilà, on a deux points de résistance et on a plusieurs points de support. Sauf que si on se met un peu plus précisément comme cela, voilà, on est en train justement tout doucement de passer en dessous de ce canal. Voilà pourquoi j'ai estimé que potentiellement on pourrait changer de canal et se retrouver avec un canal un peu plus, enfin un peu moins important en termes de croissance.
Mais voilà, en ce moment, on est potentiellement sur ce bas de canal qui pourrait nous permettre soit de justement de s'en servir comme support et voilà, essayer de remonter en attendant le prochain cycle, le prochain halving. D'ailleurs, les halvings, je les ai matérialisés ici en bleu. Voilà, ça nous donne une idée un petit peu de l'augmentation, en fait, en tout cas de la croissance du cours, suite, on va dire, post-halving, qu'on peut voir assez facilement. Regardez, halving, pouf. Donc là, on est sur du bull run, halving, pouf, bull run, halving, pouf, bull run. Donc voilà, c'est assez explicite. Bien que ce soit pas encore statistiquement assez, on n'a pas d'occurrence assez importante pour se confirmer et se dire que effectivement au prochain halving on aura un bull run. On le souhaite tous, mais attention quand même, vigilance sur les actifs. Quand on est sur du risk on et que la macro ne va pas bien, voilà, il s'est pas dit qu'on ait un prochain cycle haussier comme on l'a connu précédemment. Euh, Donc voilà pour la partie changement de canal. Et puis ce que j'ai dessiné également, c'est une courbe en forme d'arc en blanc, justement voilà, je me suis pris sur ce point-là, sur le précédent bottom de 2015, sur le précédent bottom côté Covid en 2020. Et si on continue la courbe, effectivement, on voit qu'il y a un petit trou, on a un petit gap là. Et si justement on prend maintenant un nouveau canal, hop, bizarrement, on tomberait justement, on aurait une confluence là avec le canal et la courbe. Donc voilà, vigilance quand même sur la volatilité. Ce qui ferait que quoi? Grosso modo, c'est qu'on viendrait chuter ici et on se retrouvait sur les 11 000, 12 000, 10 000 dollars. Donc ce qui n'est pas impossible parce qu'actuellement, on n'a pas trouvé encore le bottom. Et on va l'analyser là ensemble juste après pour regarder un petit peu le côté analyse Bitcoin. Mais voilà, attention, en vigilance, on peut toujours venir chercher cette zone-là des 10 à 12 000 dollars. Donc, nous voici sur le Bitcoin. Donc, j'ai enlevé le mode logarithmique. On va être plutôt sur du court moyen terme. Et pour cela, on va pas repartir d'une feuille blanche et on va essayer d'analyser concrètement en essayant de gommer le maximum de biais. Et on va se dire, ouais, voilà, c'est un actif. On va considérer que c'est pas du Bitcoin. Et puis, on va analyser ça. Donc, moi, ce que je ferai en premier, c'est que j'utiliserai moyenne mobile. Ok, la 50 et la 200. Et je considère que tout ce qui est en dessous d'une moyenne mobile est intéressant à l'achat. Là, effectivement, sur la moyenne mobile en MA200, on est actuellement en dessous de la moyenne mobile. Donc ça, déjà, c'est un élément plutôt positif pour de l'achat et de l'investissement. Euh, Ensuite, j'irai regarder un petit peu avec le Fibonacci pour voir si on est dans des zones d'accumulation et de retracement sur voilà, le dernier mouvement qu'on a connu sur le dernier cycle. Donc effectivement, si je me mets sur le précédent bottom et le dernier top, actuellement, nous sommes dans la zone d'accumulation de Fibonacci qui se situe entre 61,8 et 78,6. Alors après, la zone, elle peut descendre jusqu'à 88-90%. En tout cas, on considère statistiquement pardon, que la zone, voilà, généralement le combat entre les acheteurs et les vendeurs se situe dans cette borne de prix-là. Et d'ailleurs, ce qu'on peut constater, encore une fois, c'est que on a les 78,6 qui essaient justement de se servir de... Enfin, on essaie de se servir des 78% de Fibonacci comme support. Donc ça, c'est un élément important. On est dans une zone d'accumulation, donc d'achat long terme voilà, sur l'actif qu'on est en train de regarder ensemble. Donc côté Fibonacci, c'est plutôt aussi intéressant pour de l'achat. Ok. Donc là, on a, euh, on a regardé le Fibo, on a regardé les moyennes mobiles, et puis on va regarder, moi j'aime bien regarder les trendlines, les cassures de tendance. Donc là, actuellement, on a une tendance baissière. Ok. Donc je vais la mettre un petit peu plus gros. On va lui mettre des petits pointillés. Plutôt près comme ça. Donc là, on est sur une tendance baissière. On voit bien le momentum vendeur ici, qui exerce pression sur le prix et qui l'empêche justement de remonter et de reprendre de la valeur. Donc là, par contre, vigilance, actuellement, on n'a pas cassé cette trendline.
Pour moi, c'est un élément hyper important. Donc, on est en phase potentiellement de changement de tendance avec ce range qui est en train d'opérer actuellement. Mais on n'a pas cassé la trendline. Donc, il est possible que, au lieu justement de faire joujou ici, il est possible que nous butions à nouveau sur la trendline et allons chercher les 88,6, pourquoi pas. Et d'ailleurs, regardez, on se retrouverait sur les 10 000 dollars. Hein, ça pourrait faire le vrai bottom, puis remonter tranquillement petit à petit. Ça s'est passé en 2018, hein, à peu près. On va regarder ça. Si on regarde 2018, je vais prendre le précédent bottom à quelque chose près. Il était là. Ok. Voilà. On avait déjà une chute qui était assez importante. Je vais prendre le petit rectangle là, où on pouvait considérer que enfin, voilà, à ce moment-là, entre juin et novembre 2018, on était potentiellement sur un bottom parce que en plus, on avait, voilà, on essayait d'avoir un support qui se créait. On avait un support qui était de plus en plus haut. On avait espoir que justement le bottom soit là. Et regardez ce qui s'est passé. On s'est pris une grosse chute pour aller chercher quasiment les 88,6% de Fibonacci. On s'est retrouvé en dessous de la zone statistique des 78,6. Donc voilà, il y a vraiment moyen toujours d'aller creuser un peu plus bas sur des marchés avec de la chasse à la liquidité, des chasses au stop. C'est très facile de bouger un petit peu le prix pour aller chercher voilà, des zones de liquidité. Donc, actuellement, je privilégie aucun des scénarios, sauf que je me laisse le temps de traverser la trendline avant de racheter du Bitcoin et de l'Ethereum, parce qu'on va voir que l'Ethereum, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, et mon intuition me dit que il y a forte chance qu'on se retrouve à cause de la macro actuelle. La macro est dégueulasse. Donc, je verrai beaucoup, enfin, il y a beaucoup plus de chances que le prix casse vers le bas pour aller chercher un vrai bottom et remonter par la suite et faire un cycle, plutôt que de casser tranquillement une trendline et se dire je fais mes petits W, tout va bien, et puis je repars à la hausse. J'ai l'impression que tout est fait pour qu'on aille chercher un nouveau plus bas et que les gens soient vraiment dégoûtés voilà, d'avoir misé sur cet actif qui s'appelle apparemment Bitcoin. Voilà, je ne savais pas que c'était ça, mais a priori sur cet actif, on a la possibilité d'aller creuser un peu plus bas. Donc voilà un petit peu comment je le regarderai. Et ensuite, je regardais un petit peu le RSI, avoir un petit peu des tendances côté momentum, côté force de marché. Et effectivement, là, voilà, je l'avais laissé ici. On a par contre quelque chose d'assez encourageant sur du weekly, c'est qu'on est en train de diverger et d'avoir une reprise des acheteurs. On est sorti de la zone d'enfoncement, de survente au niveau du RSI. Et on essaie petit à petit voilà, de regagner de la force, mais c'est pas encore gagné, quoi. Voilà. À la fois sur le RSI, à la fois sur MACD, on voit que le momentum a switché il n'y a pas longtemps, depuis août 2022. Ce qui me conforte dans l'idée qu'actuellement c'est un range. Mais attention à la trendline ici baissière, qui d'ailleurs on va le regarder, je crois qu'on y est bientôt, hein. Alors, et en fait elle a fait effet à plusieurs reprises. Bon, si on considère ce point-là et ce point-là, on peut tracer une droite. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo, mais je refais un point. Et, euh, et actuellement, ben voilà, on est tout doucement en train de venir la titiller. Donc je serai patient, je serai vigilant ici, je ferai pas de trade, même si on est sur support et qu'on pourrait privilégier voilà, de manière assez logique un long en se mettant voilà, un petit peu sous le cours pour se protéger des chasses au stop et d'aller chercher un futur haut de range avec un risk-reward qui est assez intéressant, qui est même très intéressant. On est sur du quasiment 5 pour 1. Je ne le ferai pas, je suis assez sceptique sur le prix du cours. Actuellement pour les traders, voilà, là on sort du côté investissement, mais plutôt pour du trading, trading de range, trading de continuation de tendance, trading de changement de tendance, je jouerai plutôt sur de l'intraday, sur de l'horaire, et j'irai pas plus loin parce que c'est très compliqué aujourd'hui de se positionner sur du swing trading, sur du trading à la journée, à la semaine.
Voilà, ça c'est le petit conseil que je donnerais pour les traders. Et j'attendrai justement de cette cassure de trendline. Voilà pour l'analyse côté Bitcoin. On va faire un petit tour côté Ethereum. Ethereum, bah en fait, c'est pareil. Alors je crois que je l'avais mis en log. Voilà. Donc sur Ethereum, en logarithmique, on a beaucoup moins d'historique. Donc c'est un peu plus compliqué de, d'analyser justement l'Ethereum sur du logarithmique long terme. Mais on peut voir effectivement aussi qu'on a peut-être voilà, deux canaux qui se sont dessinés. Le premier avec cette énorme volatilité et le second ici qui est en train de se construire et de se confirmer avec cette zone de support qu'on connaît actuellement et qui est en train de voilà, taper à deux reprises, pile poil sur le bas de canal. Donc voilà, assez confortable. Sur l'Ethereum, je pense par contre qu'il y a d'autant plus de capacité à aller chercher des plus hauts plus rapidement et rester sur ce canal-là. Ou par contre Bitcoin, j'ai peu moins par contre euh, un peu moins de, comment dire, de certitude à ce sujet. Euh, Ethereum, plutôt en moyen long terme, c'est pareil que Bitcoin. Je vais pas refaire l'exercice, mais si on le fait rapido, on va le faire parce que voilà, c'est important de le faire. Mais voilà, le Fibonacci 78,6 qui a fait support, 61,8 qui a fait résistance. Je vais enlever ça. Donc là, sur Ethereum, on est pile poil en termes de Fibo sur une zone d'accumulation ici. Ok. Et je mettrai, hop, les moyennes mobiles. On est pile poil sur les moyennes mobiles. On est en train d'osciller un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, etc. Donc là, pareil, niveau investissement, concernant la moyenne mobile MA200, intéressant à l'achat. Parfait. Euh, Ensuite, je regarderai. Bah, la trendline baissière, c'est pareil, hein, c'est la même. On a exactement la même chose. Grosse trendline baissière qu'on n'a pas encore cassée. Voilà, c'est l'avenir qui nous dira si elle fera toujours effet. On va se mettre en daily, ce sera un peu plus précis. Je vais virer la MA. Voilà. Donc si je le fais avec un peu plus voilà, de précision. On n'a pas cassé la trendline. Attention, vigilance ici sur la zone de prix. Donc ça va se jouer fin septembre, octobre, hein. Voilà, ça va se jouer ici. En termes de DCA, d'investissement, l'achat est intéressant, même si on a la capacité d'aller chercher un petit plus bas rapidement. Pardon. Un petit plus bas, histoire de chercher un petit peu de liquidité et remonter tranquillement après, hein. Alors par contre sur Ethereum, je me souviens plus si il avait fait ce genre de graphique. C'était vachement volatile Ethereum. Waouh. Donc si on se met sur le précédent cycle, voilà, vous voyez, on est allé en dessous des 88,6 au précédent cycle, largement. Et pourtant, regardé, on avait passé la barre des, on va dire la zone des 61,8, 78,6 comme du beurre. Voilà, rien à foutre. Ensuite, 78,6, 88,6, il y a eu du combat. Ça a essayé de tenir, ça n'a pas réussi. Et puis pouf, c'est revenu, mais voilà, on a tout explosé, quoi. Donc, vigilance sur encore une potentielle baisse. Moi, je ne serais pas surpris qu'on ait encore un une dernière liquidation, une dernière cascade euh, sur Ethereum et Bitcoin, en tout cas sur les crypto-monnaies de manière générale, hein, sans souci. Donc voilà, faites gaffe à vous, protégez-vous si vous êtes sur du trading actuellement et vous êtes positionné en long en espérant que les cryptos remontent. Je serais comment dire, assez défensif sur le trading en ce moment. Et je vous dis là, actuellement, là, je trade rien du tout sur les cryptos. J'attends tranquillement et j'accumule petit à petit du Bitcoin et de l'Ethereum. Et je vais basculer après petit à petit sur d'autres actifs tels que Solana, Atom et puis quelques autres projets intéressants qui resteront selon moi sur le prochain cycle. Mais voilà, j'irai pas plus loin pour l'instant.
Côté macroéconomie, on va faire un petit point côté US et euro. En tout cas, côté taux d'intérêt directeur US, on a bien l'augmentation et le précédent top qui a été cassé. Donc, on est vraiment sur une volonté de la Réserve fédérale américaine d'aller chercher des taux d'intérêt plus hauts afin de limiter l'inflation tant qu'ils peuvent. Voilà, on est sur du 3,25 actuellement. On était sur un précédent top à 2,53 à l'époque justement de 2019. Euh, voilà, donc là pour l'instant, on est sur une montée franche. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. On voit que l'impression monétaire est en stabilisation côté dollar. Donc là, pareil, ça n'a pas bougé depuis la dernière fois. Ok. Euh, et puis, par contre, ce qui fait mal, ce qui fait peur pour les US, c'est ce graphique-là. Alors, voilà, donc ça c'est l'indice de l'inflation. On est à 8,30 d'inflation aux US. Et regardez la remontée par rapport au précédent niveau qu'on a connu depuis quasiment depuis les années 90. Voilà. Euh, on a eu des tops à 5,6. On a eu un environnement déflationniste en 2009. On est allé chercher les zéros quasiment en 2015 et en 2020, juste à la période du Covid. Et voilà l'explosion depuis le Covid. Voilà ce que génère en fait la création monétaire à outrance. Ça génère de l'inflation. Et ça, ben, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est une réalité. Donc voilà, je plains le pauvre peuple américain là, pour la partie inflation. Ça fait peur. Ça fait peur. Côté euro, on a ici taux directeur 1,25 actuellement. On n'a pas topé le précédent top qui était à 1,50. D'ailleurs, il y a une petite dépêche là, de Christine Lagarde qui dit qu'elle va augmenter encore de 75 points pour octobre. Donc voilà, on est toujours sur une tendance d'augmentation des taux. Ça, il n'y a pas de souci. Si on regarde un petit peu le côté inflation, là, ça fait peur aussi. Là, on rigolait des Américains, mais regardez, hein. Là, là, ça fait peur. Donc, on est à zéro ici sur l'indice de l'inflation. On est en indice de l'inflation européen. Enfin, on est à 9,10. Voilà. Quand je vous disais que l'Europe par rapport aux États-Unis, c'est pire, mais c'est que c'est vraiment pire, quoi. Donc, autant sur les taux directeurs, on a fait de la merde, on a pris du retard pour limiter les dégâts. Et du coup, ben voilà, on paye ça en inflation. Et regardez, si on regarde la masse monétaire, il se passe rien. On continue d'imprimer, quoi. On imprime comme des cochons. Donc, je sais pas quelle est leur politique réelle, mais en fait, on est en train de creuser notre tombe littéralement au niveau de l'appréciation de la monnaie de l'euro. Voilà, tout simplement. Tout simplement, c'est catastrophique. Donc voilà pour la partie des taux, de l'indice d'inflation, que ce soit aux US ou en Europe. J'avais regardé, ben pareil, voilà, la Banque d'Angleterre qui intervient d'urgence pour tenter d'apaiser les marchés. Elle va acheter des obligations pour essayer d'éviter la banqueroute. Donc on voit qu'ils sont pas bien aussi les pauvres en Angleterre. Euh, on a l'indice des prix à la consommation intra-annuel pour la zone euro. Regardez l'historique. Donc là sur les 9,1, bon, c'est le graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Mais voilà, je vous mens pas, c'est officiel, hein, c'est catastrophique. On a la même chose pour la France en particulier, où on est en France à actuellement 5,6. Donc on n'est pas les pires en Europe, mais voilà, on n'est pas bien non plus, quoi. On n'est pas bien non plus. Voilà, j'ai pas assez d'historique, mais depuis 2018, voilà, où voilà, on était plutôt sur les 1 à 2%, quoi. Et puis là, depuis 2021, c'est la remontada, quoi. Et puis j'avais regardé par curiosité, ouais, le taux de chômage. Alors par contre, c'est un élément positif. Putain, on les cherche en ce moment. C'est le taux de chômage. Et regardez actuellement, on est au plus bas en termes de taux de chômage. Alors voilà, je considère que c'est une bonne nouvelle. C'est le taux de chômage de la zone euro. On n'est pas en France, hein. Ok. Et par rapport à des précédents
précédentes périodes assez compliquées où on a touché des 12%, on peut considérer quand même qu'il y a quelque chose qui s'est amélioré côté gestion du chômage, on va dire, euh, dans la zone euro. Voilà, c'est la petite touche positive pour la fin. Un petit comparatif entre justement l'inflation aux États-Unis et l'évolution des taux directeurs de la Banque centrale des États-Unis, donc la Fed. Donc on a l'évolution des taux en jaune et l'inflation, l'indice de l'inflation en rouge. Et ce qu'on peut noter, en tout cas, c'est que avec l'historique qu'on en a depuis les années 70, c'est que l'inflation en fait précède l'augmentation des taux et que voilà, bon, bah, du coup ça traduit bien le levier qu'a justement la macroéconomie pour contrer l'inflation. Ok. Et si on regarde un petit peu, voilà, on peut s'apercevoir que top au niveau du taux directeur, top au niveau de l'inflation, donc diminution de l'inflation, diminution des taux. Là ici également pareil dans les années 80 où on a eu un top au niveau de l'inflation et un top au niveau des taux directeurs qui a suivi par la suite avec chute de l'inflation et chute des taux. Voilà, vraiment quand on a une hausse de l'inflation, les taux directeurs suivent juste après. Alors après parfois voilà, on retrouve un petit peu de décorrélation si on a une technique plus ou moins agressive au niveau de la réserve fédérale américaine. Mais on voit bien que voilà, il y a une belle corrélation entre l'évolution de l'inflation et l'évolution des taux. Et actuellement, ce qu'on peut noter, c'est que on avait une inflation plutôt stable dans les années 2010 jusqu'à 2015, avec une reprise de l'inflation de 2015 jusqu'à 2018, avec une évolution des taux d'intérêt à la hausse également pour contrer cela. On a eu le Covid, et ensuite depuis le Covid, avec ce taux directeur négatif, ce quantitative easing, en fait, ça a généré de l'inflation. Et là, on essaie de corriger justement cette inflation galopante que l'on voit de manière assez inédite. En tout cas, par rapport à l'histoire, c'est déjà arrivé, mais ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas une évolution de l'inflation aussi importante. Donc, on devrait avoir, je pense, une continuation en termes d'évolution des taux d'intérêt. Sauf si, vous voyez là, on commence à avoir une accalmie sur l'inflation. Est-ce qu'on a chopé le top de l'inflation? Ça, c'est la question à 2 euros. Mais en tout cas, voilà. Corrélation entre taux directeur et inflation, voilà la preuve, la meilleure preuve par l'exemple. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour appuyer un peu mes propos. Concernant le Forex, petite paire de devises qu'on aime bien, l'euro contre l'USD. Bon, ça fait mal aussi. On est sous la parité, on est à 0,98 en ce moment. Et on espère que, voilà, que le Fibonacci va faire son petit effet, parce qu'on est actuellement sur le mouvement justement de cette paire de devises, sur une zone d'accumulation. On devra avoir un réveil des acheteurs si la tendance doit rester, on va dire, légèrement haussière. Donc, bon, on est en train de mécher là sur les 78,6. Voilà, vigilance sur l'euro-dollar. Sinon, on risque d'aller choper les précédents plus bas qui sont plutôt dans les 0,83, 0,84. L'Omer qui voulait plier la Russie avec ses petites manœuvres. Voilà ce qui se passe depuis qu'on essaie de taper sur la Russie. Regardez le rouble face à l'euro. Bah, c'est sans commentaire, hein. Voilà. Sans commentaire. Donc les vrais gagnants, c'est pas nous, c'est pas l'Europe, c'est pour l'instant c'est la Russie qui se démerde plutôt bien. Donc voilà, ça me fait doucement, doucement rigoler quand on a des locutions de nos dirigeants qui promettent justement de, de plier le méchant, vilain pas beau de la planète. Et que nous, voilà, on est les meilleurs, on est les plus forts, on a tout compris, on a tout compris à l'économie, et nous, tout va bien. Ce soir, chauffage à 19 pour tout le monde. On mettra des doudounes, et puis on fera gaffe à bien éteindre la lumière avant d'aller faire dodo, et puis on éteindra la box aussi. Voilà. Le dollar index, alors lui, pareil, toujours bullish à fond. Il est, je l'espère, sur cette zone, sur ce haut de canal. Voilà, j'aimerais bien que ça s'arrête. Il est sur ce haut de canal. Il est sur une zone normalement où ça doit revendre un max. Il est sur une zone de distribution de Fibonacci qu'il est en train de défoncer. Donc, alors, on peut continuer encore à monter. Ce qui est encourageant, c'est que, en fait, si je, j'ai un petit peu masqué tout ça parce qu'on ne voit plus trop.
Mais vous voyez là la petite la courbe que j'ai fait là? Voilà. Là, ça s'appelle une parabole. Et en général, quand un actif part en parabole, il chutera de toute façon de manière drastique tôt ou tard et il fera très souvent une espèce de blow-off top, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, avec des bougies d'avalement ici et puis avec un gros M qui va signer la fin de tendance. Donc on attend justement les signes de fin de parabole. Bon, bah, souvent qui s'arrêtent dans des zones statistiques, hein, que ce soit de Fibonacci ou sur voilà, sur d'autres indicateurs. Pour l'instant, au niveau RSI, voilà, on a une petite baisse de régime au niveau des acheteurs. Donc ça, c'est encourageant. Ok, si vous voyez le RSI, voilà, on fait des hauts de plus en plus bas sur le RSI et des hauts de plus en plus hauts sur le cours. Donc là, c'est une divergence en cours. Par contre, la divergence, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur justement l'utilisation du RSI, on doit retrouver les acheteurs à ce niveau-là. C'est-à-dire que le RSI doit craquer ici, il doit topper là. Là, la divergence sera validée et on aura statistiquement beaucoup plus de chances de voir le blow-off top arriver ici. Ok. Donc pour l'instant, c'est un essoufflement des acheteurs, mais ça peut continuer pendant un petit moment d'avoir ce genre de divergence dessinée et d'avoir un cours qui monte. On peut avoir ça pendant longtemps. Et pour terminer, le pétrole qui continue toujours sa petite descente, voilà, qui est toujours sur sa tendance baissière et qui aime bien prendre support sur ce dôme que j'ai créé, dont je suis très fier. Euh, voilà, on est actuellement, si on prête un petit peu attention sur les zones de Fibonacci, on est sur le premier arrêt de Fibonacci ici. Donc si le pétrole doit continuer son ascension, c'est ici qu'il doit s'arrêter, hein, je vous schématise, impulsion haussière, correction, et si voilà, s'il doit remonter, c'est maintenant. Voilà, c'est ici qu'il doit remonter. Autrement, voilà, on assistera vraiment, je pense, à un retest là des 50% qui correspond à peu près au niveau du support qu'on a connu sur les voilà sur l'historique là du cours. Et puis si vraiment c'est la catastrophe, on ira chercher des 50 $, voilà, des 30 $, ça c'est possible. Mais en tout cas, s'il ne tient pas actuellement ici sur les 80 $, bon voilà, il ira cracher au 64 quoi. Ça c'est très fort probable. En tout cas, voilà, tendance haussière ici avec une impulsion. Attention, vigilance. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Regardez, on est bientôt, voilà, on aura bientôt atteint les 100 abonnés. Je vais bientôt être célèbre et être riche. Oh là là, c'est magnifique. Donc merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Mettez des pouces bleus, des commentaires, ça fait grandir la chaîne grâce à l'algorithme de YouTube. Et sinon, je vous dis prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un autre point marché. Ciao, ciao.